Je suis un slave, dans mes contradictions, dans mon affinité avec la vision d'un monde en noir et blanc, dans mes changements d'humeur rapides, ainsi que dans ma compréhension de l'histoire. Je suis né à cette frontière si douloureuse entre l'Est et l'Ouest et je porte la marque du battement de cœur de mes parents. Emir Kusturica. Putain, c'est beau. Bonjour à tous, c'est Chérie Vodka, franco-polonaise, la fille de l'Est de ton groupe de potes en France, l'occidentale de ton groupe de potes en Pologne. Bienvenue dans le grand bêtisier de l'Europe de l'Est. Ouais, non, ok, j'arrête. Ah ouais, je sais. Le nom. La chaîne s'appelle Le Bêtisier parce que j'ai toujours rêvé d'appeler une chaîne comme ça, mais en fait, vous attendez pas à trouver le bêtisier de Noël sur C8 ou Énergie 12. Vous attendez même pas forcément à rire. On va parler de trucs étranges, absurdes, parfois drôles, parfois tristes, des bugs dans la matrice, des trucs mal compris par les occidentaux, des trucs franchement marrants, même au premier degré, des trucs franchement tristes, voire des trucs qui auraient plutôt leur place dans un best-of. En fait, je crois que je vais changer le nom. Au pire, vous pouvez toujours appeler cette émission Cherry Vodka. On va faire le tour de cette belle partie du monde, l'Europe de l'Est pour des petits francophones, mais plutôt que de faire des récits de voyage alors que je peux pas vous montrer mes photos, ou de raconter mon enfance entre Est et Ouest, ou de décrire à quel point l'Orient mystérieux est différent de la réalité de la France ou de la Belgique. Non, ici on va parler de sujets compliqués, de sujets aussi longs et durs que le nom qu'une mariée polonaise reçoit le jour de son mariage. Vous allez apprendre deux, trois trucs, mais ici, on est au royaume de la subjectivité. L'impartialité, elle a été enterrée, on a coulé du béton, on y a mis une fleur, puis on a brûlé la fleur. Ici, clairement, je vais me permettre des métaphores que je pourrais pas me permettre en conférence. C'est parti. Bienvenue dans le premier chapitre, consacré à Emir Kusturica. Et je suis heureuse d'enfin en parler, c'est vraiment l'épisode qui m'a motivée à faire cette chaîne. Oh, pourquoi toutes ces références à Star Wars? Oh, il dit qu'il voit pas le rapport? Oh, bah, c'est un ancien enfant prodige, talentueux, qui va trahir son groupe d'origine et passer du côté obscur, le tout pendant une guerre civile. Ici, la guerre civile de Yougoslavie, et plus particulièrement la guerre de Bosnie de 92 à 95, qui aura fait plus d'une centaine de milliers de morts. Ouais, j'ai pas dit qu'on allait parler que de sujets joyeux, hein. Bah, la Yougoslavie, enfin, l'ex-Yougoslavie, c'est pas forcément ma zone de prédilection. J'ai plutôt créé cette chaîne pour parler de l'Ukraine, du Bélarus et surtout de la Pologne, qui est comme chacun sait le meilleur pays du monde. Bah, parce que c'est aussi des pays qui sont pas forcément connus et pas forcément bien évoqués sur internet français. Mais pourquoi la Yougoslavie ici? Bah, alors, le cinéma d'Emir Kusturica, l'histoire personnelle de ce mec, sa relation à l'histoire, bah, ça va permettre de poser pour tout le monde, d'emblée, mon rapport, et donc celui de cette émission, à l'art, au cinéma, à l'histoire, à la politique, et aussi un sujet très important pour moi, le rapport aux origines. Ça fait tellement longtemps que je voulais en parler, je suis un peu émue. Enfin, je me suis quand même fait trahir par un de mes intérêts spécifiques. J'ai l'impression qu'il y a qu'à moi que ça arrive, alors que non, en vrai, pas du tout. Bon alors, c'est qui ce gars? Si vous ne saviez pas qui c'était avant de cliquer et que vous n'avez pas encore ouvert un onglet Wikipédia pour voir au lieu de faire durer le suspense, c'est un cinéaste. Et il est plutôt connu en France puisqu'il a reçu deux palmes d'or en 85 et 95, et au passage la nationalité française aussi en 95, décrit dès les premières pages du mémoire d'un étudiant en histoire du cinéma de la Sorbonne comme un homme, ou plutôt une espèce d'ours à la chevelure dense et grasse. Emir est né à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, le 24 novembre 1954, donc en plein cœur de la Yougoslavie titiste, donc de Tito, pour ceux qui savent pas. Il est le fils unique des respectables Murat, ancien partisan yougoslave mais pas un grand fan de Tito, et Janka Numan Kadic. Et comme on peut le deviner à la consonance des noms, bah le gars, de base, alors qu'on le présente partout comme un cinéaste serbe, bah de base il est pas serbe. Et c'est pas non plus un rom, il est musulman, donc bosniaque. Bon alors certes, en interview il raconte depuis 30 ans à qui veut l'entendre que bah, plot twist, ses ancêtres il y a 200 ans étaient serbes et qu'il y avait deux frères et que l'un d'entre eux s'est converti à l'islam pour réussir en société et que il a fait des enfants qui ont fait d'autres enfants et que ça a donné Émir et que donc bah de base il est pas d'origine musulmane, il est serbe. Bah toujours est-il
qui s'appelle quand même Émir. Et ma sœur m'a même demandé s'il était turc. Et c'est pas absurde comme question. Émir, c'est un prénom turc. Il y a qu'à voir ce que disent la majorité des sites de prénoms de bébés que vous pouvez visiter. C'est unanime. C'est un prénom turc. Apparemment, ça voudrait dire décret ou quelque chose comme ça. Et puis, il a grandi à Sarajevo, plus précisément à Gorica. Donc en Bosnie, il y a fait ses premiers pas, ses premières conneries aussi. Il y a marqué ses premiers buts au foot. Il y a fumé ses premières cigarettes avec les autres bad boys du coin car Émir menait la vie de voyou. Et il y a même plus ou moins commencé sa carrière. Ses 2 premiers films s'y passent. Et il y a notamment filmé sa Palme d'Or, Papa un voyage d'affaires. Et quand il a eu, bah c'était un enfant du pays. Pour les gens de Sarajevo qui étaient très fiers que l'un d'entre eux ait eu la Palme d'Or avec un film sur une famille musulmane, mais aussi pour les nations serbes qui ont quand même menacé Émir d'une 2e circoncision. Bon alors promis, je sais plus où j'ai vu cette histoire il y a longtemps, et récemment j'ai vu que quelqu'un l'avait rajouté sur Wikipédia. Bon alors l'histoire c'est que si son père était athée, bah c'était pas le cas du tout de sa grand-mère. Bon donc il est possible que cette circoncision soit arrivée, et bon on n'aura jamais la preuve concrète, vous en doutez bien, mais c'est juste que le mec se construit tellement une image du serbe orthodoxe que dans son perso méchant, bah ça me fait pas mal d'imaginer que tous les matins, il se fasse troller par sa propre bite qui lui dit hey, oublie pas d'où tu viens, oublie pas des origines, un peu comme dans ce film, la Marquis. Vous savez l'histoire avec les furies là. Ouais, pardon, en parler de Kusturica. Parce que oui, je me moque. Mais c'est qu'aujourd'hui, bah, le petit prodige de Sarajevo, il est moins connu ou évoqué pour son cinéma ou sa musique que pour son soutien à des pointures du nationalisme serbe, comme Slobodan Milosevic, je pense que vous connaissez, ou alors le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, car oui, ça existe. Au sein même de la Bosnie-Herzégovine, il y a une république serbe, c'est le genre de solution à 2 États qu'ils ont trouvé. Mais là où ça devient vraiment une affaire personnelle, c'est qu'il est aussi connu pour son soutien à Loukachenko, le dictateur de la Biélorussie, et à Poutine. Car ouais, ils sont effectivement très amis, comme on le voit sur le mème que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc le mec est ami avec ma némésis, genre Poutine, pour moi c'est presque un interaspect à part entière de le haïr. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que c'est littéralement un chétnik sans prépuce. Enfin, un nazi serbe sans prépuce, comme dire l'autre. Quel bulda pour une si mauvaise blague quand même. Donc oui, c'est devenu une affaire un peu personnelle pour moi. Et même si je suis bien placée pour dire qu'il faut pas le résumer à ses origines, bah quand même, comme Anakin est devenu Dark Vador, Émir a changé de nom. Il est devenu Nemanja en 2005 en se faisant baptiser dans une des branches les plus conservatrices et pro-russes de l'église orthodoxe. Ce qui est en fait, je trouve, s'il y a des musulmans qui me regardent, un très bon argument marketing pour l'islam parce que donc, dans cette histoire, les musulmans, c'est les Jedi, et les orthodoxes, c'est les Sith. Et au passage, Émir rejoint la liste assez réduite des trucs qu'on a le droit de deadname, avec le FN et Twitter. Bon, donc là, vous m'avez beaucoup entendu rager comme une demeurée, me plaindre, comme si bah, je parlais de mon ex après une déception amoureuse. Mais parce que oui, on est là pour parler de films. Et les films, eh ben, je vais pas en dire que du mal. Parce que ouais, si c'était un intérêt spécifique, c'est pour une raison. Bah, si c'était juste un traître à sa patrie, un truc comme ça, bah, j'en aurais pas parlé, même si, il a changé. Bah, c'est juste que depuis que j'ai commencé à lire les téléramas chez mes bobos gauchistes de parents, bah, son cinéma, c'est vraiment la première fois où je voyais une façon de créer du cinéma qui me parlait autant. Bah ouais, il est là le vrai souci. Pourquoi je me suis sentie trahie à votre avis? Il a réalisé un film qui, dans ses thèmes, dans son esthétique, dans ses messages, m'a fait pleurer d'admiration. Et même de pure gratitude artistique. Et maintenant, bah, je me retrouve à devoir gueuler et appeler au boycott parce que on a programmé 3 films cette année. Je sais pas pourquoi on les a ressortis au cinéma d'ailleurs. Enfin, j'aurais dû être ravie. Mais je me suis sentie dupée, presque vulnérable. Trahie même à cause de ce gars et... Enfin, pourquoi sortir les films d'un ami de Poutine en pleine guerre en Ukraine? C'est bizarre. Et dans tout ça, bah, le cinéma, ça raconte une histoire. Enfin, c'est politique, ça a des thèmes, des messages précis. C'est pas juste beau. Bah, donc on a le droit de se poser la question. Comment est-ce que j'ai pu pleurer d'admiration comme Durandal devant Lucie en voyant les œuvres d'un type
qui en fait est mon ennemi pour une cause qui me parle depuis une dizaine d'années. Bah oui, j'en parle de façon très personnelle, mais j'imagine que ça a dû vous arriver, surtout si vous créez du dollar. Enfin, vous avez dû vous sentir trahi et vous faire avoir. Enfin, par exemple, Céline, j'ai envie de dire, il parle comme un papy facho dans ses livres, on pouvait s'y attendre. Un exemple que j'ai en tête, c'est J.K. Rowling. Bah oui, c'est une connasse qui vit que par l'aide d'une communauté marginale, et elle a créé l'enfance d'un tas de gosses. Mais la différence que j'y vois, c'est que Harry Potter, c'est devenu un tel monstre de pop culture que c'est comme si ça avait déjà été dépossédé de son auteur. Enfin, quand je l'ai su, c'est limite si je m'en fichais pas de qui était derrière. Et pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec ça. Et dans le cas d'Emir, j'ai pas vraiment vocation à présenter ça comme représentatif du débat sur la mort de l'auteur, même si je vais l'aborder en conclusion quand on aura vu tous les films et qu'on aura vu si c'est si différent. Mais en tout cas, j'espère que beaucoup se reconnaîtront dans mes déboires de cinéphile et qu'on pourra échanger dans les commentaires sur ce sentiment de frustration qui nous unit tous. Ouais. Je suis pas la seule qui a été dupée par ces films. J'en ai parlé à un pote et je me souviens que comme Anakin, il a lâché son meilleur non quand j'ai commencé à me plaindre et qu'au détour de la discussion où j'ai dit ouais j'ai mon réalisateur préféré c'est un connard, j'ai lâché ah et au fait c'est Mirko Storica et là j'ai droit à un cri du cœur oh non je suis trop deg et ça veut pas forcément dire qu'on a mal compris ces films. Émir ça a pas toujours été un nacio serbe comme je vous l'ai dit il a même pas toujours été serbe. Et de base, il se considérait plutôt comme yougoslave que vraiment musulman. Et il a aussi eu cette image de cinéaste gitan avec certains de ses films. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc pendant la guerre qui a conduit à l'éclatement de la Yougoslavie. C'était quand même sacrément violent, je peux comprendre que ça fasse vriller quelqu'un, mais c'est pas l'œuvre d'un salaud. C'est ça, mais c'est celle de quelqu'un qui en est devenu un. Et ça fait mal au cœur. Il en restera probablement un jusqu'à sa mort. Alors que même que Dark Vador, qui a détruit toute une planète, il a eu droit à la rédemption avant de mourir. Ouais, ici les enfants d'Emir, c'est pas Luke et Leia. Et donc, ce qui s'est passé pendant la guerre, ça semble assez flou. Il va falloir continuer mon investigation sur des pages en serbe, alors que je ne parle pas serbe. Il y a eu des théories qui sont sorties dessus. Alors peut-être il aura été enlevé par les aliens et c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a vraiment été suggéré par une de ses actrices. Oui, il a changé à ce point. Mais alors ça voudrait dire que les aliens, c'est des nationalistes serbes. Ok. Mais un autre truc intéressant, c'est que le co-auteur de ces deux films réalisés en Bosnie et mettant en scène des musulmans, Abdullah Sidran, donc le co-auteur de Dolly Bell et Papa est en voyage d'affaires, a plusieurs fois expliqué en interview qu'en fait, le vrai Mir Kusturica, il serait mort en 94 en défendant Sarajevo. Il aurait été remplacé par un sosie pro-serbe et que le vrai émir, il aurait été enterré sur une colline, quelque part en République serbe de Bosnie, et qu'à la nuit tombée, dans l'ignorance de tous, ses frères d'armes iraient en secret lui rendre hommage et déposer des fleurs. Alors c'est beau, et c'est assez triste, et j'aime à dire que c'est ma théorie du complot préférée. Sans mauvais jeu de mots, ça enterre celle sur Paul McCartney et Avril Lavigne. Mais dans ce cas-là, qui c'est qui a fait Chat Noir Chablon? Qui c'est qui a fait La vie est un miracle? Qui c'est qui a fait Underground? Non mais du coup, aussi, ça doit dire que sa femme, elle était au courant et complice. C'est glauque. Et un peu misogyne. Bon donc, si on reste sur la probabilité, qui est bien plus grande, qu'il est vivant, on va essayer de comprendre au travers de ses films et de son histoire, comment l'enfant prodige de la Bosnie est devenu Dark Nemanja. Parce que peut-être que Sidran, il a pas menti d'un certain point de vue. Je vous jure, le premier réflexe de ma mère, quand je lui en ai parlé, ça a été de dire, tel Obi-Wan Kenobi, que, peut-être, Sidran, il a pas tort, hein. Peut-être que Emir, dont t'as aimé les films, il est vraiment mort et que c'est un autre à la place. Bon donc, on va voir en détail sa filmographie, mais j'ai réduit le corpus. Je parlerai pas de The Brides Are Coming, qui est considéré comme son premier long métrage, tout simplement car il est introuvable dans une langue que je parle. Je parlerai pas non plus de ses documentaires, ni de sa musique, et je parlerai pas non plus des films dans lesquels il a joué. Donc le dernier film dont je parlerai, qui date de 2017, un de Milky Road, il s'est fait défoncer par la critique, c'est assez marrant. Alors, je vais juste vous lire cette critique du Figaro parce que ça me fume.
Mais attention, je vous préviens, c'est un peu violent. Il faut être juste. Costaud a une qualité. La galanterie. Il est encore plus mauvais que Monica Bellucci. Ça n'était pas gagné. Bon, avant d'attaquer le morceau, il y a encore un truc à voir. Et c'est pas l'enfance d'Émir, on va pas forcément voir en détail quel genre de petit garçon c'était. C'est que la question du cinéma d'Émir, ça me permet d'aborder un concept qui est très important pour comprendre la critique et pour comprendre cette chaîne en général. C'est l'orientalisme et ses jumeaux, le demi-orientalisme et le nesting orientalisme. Alors, l'orientalisme, c'est assez simple à expliquer, c'est un concept popularisé et théorisé par Edward Said pour simplement décrire la vision et la représentation cliché, condescendante, voire même idéalisée de l'Orient mystérieux par les Occidentaux. Said était palestinien, c'est dire si c'est un concept d'actualité. Mais ce qu'on va décrire, ça s'applique à des populations européennes, d'où les termes demi et nesting orientalisme. Donc ces deux derniers concepts sont apparus tous les deux pendant les guerres de Yougoslavie, respectivement en 94 et 95. Larry Wolff décrit le demi-orientalisme dans Inventer l'Europe de l'Est, mais le nesting, voilà un concept plus intéressant. Milica Bakic-Aydin, elle est serbe, et elle a décrit ce concept en pleine guerre civile de Yougoslavie. Donc il s'agit de considérer, et ce à différentes échelles géographiques, les populations au sud et à l'est de nous comme plus primitives, mais aussi plus religieuses, plus conservatrices. Et c'est un concept qui date pas d'hier, puisque pour analyser tout ça, elle se base sur des textes et des récits de voyage de la fin du 19e. Et l'orientalisme, il attribue des traits inhérents comme la violence ou la sensualité. Et donc, dans le cas du nesting orientalisme, les Balkans, ça serait la région d'Europe la moins civilisée de toutes. Et au sein même des Balkans, les Croates et les Slovènes voyaient les Serbes et les musulmans comme moins civilisés qu'eux. Et donc ce concept, il permet à la fois de comprendre les causes et les conséquences de cette guerre. Et c'est pour ça que je le trouve si pertinent. Et cette vision, ça concerne aussi celle que les Serbes ont des musulmans, même si techniquement la Serbie c'est à l'ouest. Le monde musulman, c'est à leur est. Et ensuite, t'as Petar Selic qui écrivait en 90 que même ceux en Europe qui retiennent pas la Serbie dans leur cœur, savent très bien que ce vieil état des Balkans représente la dernière limite, dernier obstacle à l'assaut et à l'agression continue de l'islam. Du coup, non. Ou encore, dans son livre Les années, écrit en 2008, Annie Ernaux résume avec beaucoup de justesse le sentiment de ses compatriotes quant à la guerre des Balkans. La Yougoslavie était à feu et à sang. Les balles des tireurs invisibles, des snipers, zébraient les murs. Et les anciennement nouveaux philosophes avaient beau tenter de nous faire culpabiliser en répétant que Sarajevo n'était qu'à 1 heure de Paris, la conscience se rétractait. On en voulait aux Croates, aux Kosovars de s'entretuer au lieu de copier sur nous. On ne se sentait pas appartenir à la même Europe qu'eux. Ça vous rappelle rien? Non? Les injonctions qu'on fait aux Ukrainiens de «Ah, quand même, faites la paix avec les Russes, parce qu'au fond, ils sont pas si différents». Et vous voyez quoi? Ils s'entretuent précisément à cause de cette mentalité. En 2022, Pierre de Jong, qui est vice-président de l'Institut Thémis, Formation, Études, Recherche, Sécurité et Développement Afrique Bailleurs Internationaux, donc pas ton oncle du bar PMU, il te lâche au calme sur LCI. On a affaire à des Slaves, et leur romantisme slave fait qu'on ne s'arrête jamais. Vous savez, on joue du violon, on pleure, on boit de la vodka, voyez, il y a un côté très exubérant chez les Slaves. Ok, boomer. Si tu peux dire ça à la télé, c'est que ces représentations, elles sont encore très vivaces. On en voulait aux Serbes, Croates, Kosovars de s'entretuer. Maintenant, on en veut aux Russes et aux Ukrainiens. Sauf que c'est pas les films de Kusturica qui montreront une vision différente de la façon dont les Slaves font la guerre. Et je pense que De Jong, il a vu Underground. Mais même si dedans, c'est pas de la vodka qu'ils boivent, mais de la rakia, et c'est encore plus fort, et que ça joue plutôt des accordéons et des trompettes que du violon. Oh bien sûr, on devrait savoir que c'est un film, c'est pas la réalité. Mais c'est pas anodin d'avoir offert au public occidental, avide de couleur, ce genre de représentation, et ça a été reproché à Kusturica, et donc son cinéma a beaucoup été analysé par rapport au western gaze.
au regard occidental pour les anglophobes. Donc beaucoup de ses détracteurs, dont le très célèbre Slavoj Žižek, lui avaient reproché cela concernant Underground. Et il lui était reproché de précisément encourager les Occidentaux dans cette vision simpliste et erronée de la guerre. Et bah vu le succès de Kusturica en France, bah je pense que ça a pu sérieusement impacter cette vision de la guerre, et donc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et alors Žižek, il est slovène, et Kusturica, il a reproché de son côté ce truc aux Slovènes d'être une nation servile, qui n'aurait comme seul rêve que de servir d'écuyer aux Autrichiens. Alors, je vais être honnête avec vous, les Slovènes, comme les Croates, ils partagent avec les Tchèques et les Polonais cette arrogance insupportable de dire non mais nous, on est des Européens centraux, pas de l'Est comme c'est Plouk, la Berck. Et donc c'est pour ça que dans le lore de cette émission, bah la Pologne, c'est un pays de l'Est. Bah vous savez quoi? Bah ça changerait en fait que la remarque de Kusturica, elle est franchement raciste en fait. Et apparemment, sur le tournage d'Arizona Dream, il était insupportable avec les Slovènes de son équipe, donc sur le coup, je vais pas non plus le défendre. Et j'ai vu aussi il y a quelques années un blog supprimé qui s'appelait Yugosonic, qui écrit plusieurs articles sur à quel point l'auteur détestait Emir Kusturica. Non, c'était carrément un trait de personnalité. Et bah, il faisait quand même des remarques pertinentes, notamment sur son côté pro-russe, mais il trouvait aussi que c'était ringard au niveau artistique et il lui reprochait de romancer la violence ordinaire dans les Balkans, y compris les mariages bien beaux où ça tire en l'air parce que bah, ça fait marrer les internautes, mais c'est quand même assez dangereux. Mais sauf que le truc, c'est que pour moi qui ai grandi en Occident, bah ça nous rend cool, nous les Slaves. Bah oui, pour quelqu'un comme moi qui a toujours un rapport over compliqué avec ses origines, qui joue constamment sur les clichés Est-Ouest, il y a qu'à voir mon avatar, ma miniature, mon pseudo, que évidemment j'allais adorer que quelqu'un joue de ces stéréotypes, et surtout quand il le fait avec sensibilité et talent. Certains de ces films, ils ressemblent un peu aux vidéos que tu trouvais sur Slavorum, un peu à C'était normal en Russie, et j'adore cette esthétique. Ça me donnait l'impression d'appartenir à un truc un peu exotique. Et puis, à côté de ça, bah, Emir, il cherchait juste à faire du beau, quoi. Et c'est pour ça que les gens, ils le voyaient comme un hippie ou un grand humaniste. Et c'est ça qui m'a fait re-aimer la Pologne, cette beauté paradoxale, même dans la laideur ostensible. Bah, alors que pendant longtemps, moi, je m'y sentais pas à ma place. Et c'est pour ça que ce cinéma, il m'a parlé à un niveau aussi personnel, voire viscéral. Et je pense que l'inspiration de Chagall a dû jouer. C'est aussi quelqu'un qui a montré l'Est dans toute sa diversité ethnique. Encore un bon moyen de se faire avoir. On a des Slaves catholiques, des Slaves orthodoxes, des musulmans slaves, des juifs et surtout des Roms. Je sais que c'est un peu triste parce que bah, vous savez à quel point c'est une minorité discriminée en Europe. Et donc rien que de montrer un film où ils sont pas déshumanisés, bah, ça a pu donner cette image de grand humaniste aux Occidentaux. Et bah oui, en France, bah, c'est toujours pas évident de faire ça. Film de Chauvron. Bon, mais n'empêche, ouais, il a fait The Milky Road et c'est un peu du nationalisme serbe. Et donc, au sujet de ce cinéma et de cette représentation, je voudrais citer un simple article de Slate de 2011, écrit par la journaliste ciné Anastasia Levy, et qui vraiment merci à elle, s'est fait l'écho de mes propres pensées. Il paraît presque inconcevable qu'un si génial réalisateur, si ouvert sur le monde et tellement brillant quand il s'agit de raconter une histoire grande, faite de multiples détails, se rende à ce point coupable d'obscurantisme. Qu'enseigne-t-il aux étudiants étrangers qui viennent prendre des cours à Kustendorf et qui connaissent mal l'histoire de son pays? Et si ce sont ses mouvements de caméra, il a prouvé qu'il en était un maître. Mais si c'est la politique, alors il en devient dangereux. Il a encore récemment parlé de la politique du Lukashenko, chef d'État qui pratique l'arrestation systématique d'opposants politiques. Le président gouverne le pays avec un grand respect et d'une manière originale. Alors, comme disent les Roms, Émir, mange tes morts. La provocation s'arrête quand le propos devient systématique et qu'elle excuse la mort des hommes. Emir Kusturica est une nouvelle preuve vivante que l'œuvre, la vraie, est souvent plus grande que son auteur. Merci pour ces mots. Cette conclusion, elle résonne en moi avec la puissance de 1000 supernovas.
Et à nouveau, bah, je déconne à peine. Bah oui, l'œuvre est grande et elle est toujours là. Et cette œuvre, eh ben on va en parler. On va parler de cette contradiction qui est en son centre et aussi au centre de la vie de son auteur. Et j'ai pensé que plus encore que ses films, sa descente aux enfers, bien qu'inexcusable, bah elle illustre bien la tragédie de l'Europe de l'Est. Bah ça y est, on y va. Comment cette œuvre a pu parler autant à autant de gens, si différents politiquement de lui? Est-ce qu'on peut moralement continuer à trouver ces films beaux et vous encourager à les voir? Quand est-ce que ça a merdé? Est-ce qu'avec toute cette histoire en tête, je vais changer mon opinion quand je verrai ces films pour cette rétrospective? Quand est-ce qu'il est passé du côté obscur? Je l'ai teasé. On va commencer. Parlons de Guernica. Alors, oui, Guernica, c'est le nom de son premier court-métrage de fin d'études. Alors après que les parents d'Emir l'aient envoyé à l'école de cinéma de Prague pour qu'il fasse quelque chose de sa vie, c'est pas n'importe quoi, l'école de cinéma de Prague, c'est celle qui nous a donné Miloš Forman, le mec derrière Amadeus et Vol au-dessus d'un nid de coucou, coucou Méline. Quand même, il a fini ses études par le début d'une légende. Guernica date de 1978, Emir a 24 ans, et ce film est entièrement disponible sur YouTube. Et alors que, habituellement, ces films sont pleins de couleurs, celui-ci est en noir et blanc et beaucoup plus calme. Le film commence dans un musée complètement vide pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un petit enfant juif le visite avec son père et il est fasciné par l'œuvre de Picasso, Guernica. Et alors, Guernica, comme je sais que je m'adresse à des Français, ça va vous rappeler des souvenirs merveilleux ou des PTSD de troisième où on étudiait ça pendant au moins 5 ans différents. Et si vous avez travaillé dessus en profondeur et révisé votre histoire des arts sérieusement, bah vous avez peut-être entendu parler de ce film de Kusturica parce que, bien qu'il soit niche, il est très pertinent. Je trouve que c'est un super hommage au tableau parce que le film, il dénonce le nazisme d'une manière un peu similaire à celle qu'a utilisée Picasso. Enfin, je vous explique. Le père, il raconte cette anecdote très connue, même si je suis pas sûre qu'elle soit vraie. Et quand un nazi a demandé à Picasso si c'est lui qui l'a fait, bah, au lieu de répondre non, c'est le pape, bah oui, c'est moi, connard, bah, comme la plupart d'entre nous l'auraient fait, il a été plus créatif et il a dit non, c'est vous. Et ici, le message, il est le même. Parce que après avoir vu le tableau, l'enfant il découvre la discrimination systémique, le racisme scientifique dont les juifs sont victimes. Scientifique, mais basé sur des clichés que tout le monde connaît, genre les juifs, ils ont un gros nez. Mais en fait, c'est pas drôle du tout, puisque ça traumatise l'enfant au point où il dit à son père qu'il a un gros pif, et où il coupe les nez de toutes les photos de famille pour en faire sa propre œuvre cubiste, exprimant son malaise. Et il s'est pas vraiment gueulé à la fin parce que bah la bêtise, c'est pas lui qui l'a fait, c'est eux. C'est les nazis qui l'ont poussé à faire ça. Et franchement, j'en avais plus rien à foutre de ce tableau. On l'a étudié pendant un mois au collège et même les profs en pouvaient plus. Et commençaient limite à gentiment se manquer, bah moi, ça me l'a fait réévaluer à la hausse. Et comme quoi, ça s'imite pas à El Chevalo représenta la muertas de los habitantes. Non, et d'ailleurs, Picasso, ironiquement, il est souvent cité comme un exemple d'ordure qui a marqué l'art à un niveau où il devient difficile d'ignorer son influence. C'est très à propos, donc, pour commencer l'œuvre de Kusturica. Et je vous conseille, bon, parce que je vais pas développer, la vidéo de Manon Bril, sobrement intitulée Picasso, grosse merde. Mais, bah, ce tableau de Picasso, bah, il est pas moralement abject. C'est la preuve qu'on peut avoir des ordures qui sont de notre côté dans la lutte contre le mal absolu. Car Guernica, ça reste une œuvre antifasciste. Bah ouais, regardez Severus Rock, c'est un des pires profs du monde, et puis pourtant, oui bon, passons à autre chose. Donc après ce film, Emir rentre à Sarajevo, et c'est à peu près à cette période qu'il se marie avec Maja Mandic, née d'un père serbe et d'une mère croato-slovène, et avec qui il est toujours marié. Et c'est à cette période qu'il a son premier fils, Stribor. Alors à propos de cette femme, j'ai lu les extraits de son autobiographie, et bah Emir, il est tellement amoureux d'elle, j'espère que vous trouvez un mec qui vous aime comme il aime cette femme. Bah pourtant elle est chelou. Déjà, elle semble partager la lubie pro-sorbe de son mari, et enfin, je me souviens de cette histoire quand la mère d'Emir a demandé du feu à sa bru pendant ses séances de chimio, et que les médecins disaient que quand même c'était con. Maya te parlait du fait que bah, de toute façon la Terre était tellement polluée, que on mangeait tous des OGM, que bah, quand même c'était les Occidentaux qui faisaient
qui disent n'importe quoi que... Ouais, bizarre comme remarque. Bon, et la même année, il a fait The Brides Are Coming, pardon. Mais je vais passer mon chemin parce que je le trouve pas avec des sous-titres d'une langue que je parle. À moins que quelqu'un m'envoie un obscur lien zip, on va passer à Titanic. Je sais, l'extrait est beaucoup trop long pour cette blague qui est pas très drôle, mais c'est tellement beau cet extrait. Bon, alors oui, j'ai été déçue pour la première fois quand je l'ai vu, parce que Émir qui fait un film sur le Titanic, non mais c'est quoi cette convergence d'intérêts spécifiques? Non mais allô quoi? Allô, vous l'avez? Bon, ok, et oui, j'ai été déçue car ce film ne parle pas du tout du Titanic, mais il y a une anecdote de l'enfance d'Emir qui est assez marrante. C'est un de ses premiers souvenirs qu'il raconte dans son autobiographie. Alors, il était en CE1, dans l'équivalent du CE1, et sa mère l'emmène voir A Night to Remember au Cinoche, donc un film sur le naufrage du Titanic. Et il dit que c'est le film qui l'a le plus impressionné au monde et qui s'y intéresse comme s'y intéresserait un petit garçon qui imagine l'eau envahir son appartement. Alors peut-être que vous l'avez vécu avec le film de Cameron d'ailleurs. Et l'enfant, qui vit déjà la vie de voyou, bah il aime pas trop l'école et s'inquiète ses parents. Sauf que la maîtresse lui demande de créer un projet d'art et sur ce qu'ils veulent faire. Donc il fait une maquette du Titanic. Et bah c'est un peu chiant à transporter parce qu'il a mis de l'eau. Mais il décrit la conception de la maquette sur plusieurs pages, donc j'imagine que c'est un truc marquant dans sa vie. Et c'est promettre sa première œuvre d'art, je suis trop émue. Donc tout le monde a kiffé la maquette, y compris sa petite amoureuse du moment, mais je crois pas que c'était Maya. Il a eu 20 sur 20, fin équivalent. Putain, mais super origin story de méchant. Bon, donc en vrai, le film, c'est l'adaptation d'une nouvelle de 1950, écrite par Ivo Andrić, prix Nobel 1961 de littérature, respect quand même, le barde de la Bosnie-Herzégovine, et c'est le conte qui ouvre ce livre appelé Titanic et autres contes juifs de Bosnie. Je l'ai chez moi et c'est trop cool comme titre. Bon alors, c'est la première adaptation d'Heinrich par Cousteau. La dernière date de 2011 et j'en parle à la fin et indice. C'est un désastre. Vous avez pas idée d'à quel point c'est abject moralement. Donc le film, qui n'est pas abject moralement, raconte l'histoire et les déboires d'un marginal. Ouais, habituez-vous à ça. Un thème récurrent de l'œuvre d'Émir. Donc, c'est un juif, à la veille de la Shoah, qui est en froid avec sa communauté et qui a appelé son bar le Titanic, car une photo du paquebot au mur. Alors, c'est un excellent choix de décoration, mais c'est le seul lien du Titanic avec le film. Le seul lien du film avec le Titanic. Excusez-moi. Et sur le forum de Titanic, il y a quelqu'un qui a mis un lien vers le film et les gens, ils étaient déçus, dont moi, parce que ça parlait pas du Titanic. Donc, alors, Mento, Papo, est un loser, rejeté par sa communauté, mais il est le capitaine de sa buvette, dont il tient fièrement la barre. Et les gens viennent faire des paris et jouer aux cartes là-bas. Et en parallèle de ces mésaventures, on suit celle d'un autre loser yougoslave de l'époque, Stjepan, qui est nul à l'école, au grand dam de son père qui meurt d'une crise cardiaque. Et si la mère a besoin que que l'homme survivant de la famille subvienne à ses besoins, bah il rate ses études et sa mère est déçue de lui. Alors un détail assez curieux à ce sujet, c'est que ce soit sur Wikipédia ou dans Notes from the Underground, le premier livre en anglais sur Emir Kusturica dont je me suis servi pour écrire cette chronique, bah il présente Stepan comme musulman. C'est quand même le principal antagoniste de l'histoire et sauf qu'il est pas musulman donc c'est bizarre. Et comment je sais qu'il est pas musulman? Franchement, il y a un plan du film qui est assez explicite dessus. Les plus marquants d'un film qui est pas très créatif à ce niveau. Donc la caméra, elle est posée au centre de la pièce et elle tourne sur elle-même et elle nous montre les différents personnages féminins pleurer, chacun exprimant son chagrin d'une manière différente, en veillant donc que le père de Stepan qui vient de mourir. Et qu'est-ce qu'on voit au mur? Bah une croix. Puis, Stepan qui collabore avec les nazis, ça peut être qu'un musulman. Enfin, vous êtes chelous les mecs, hein. Donc Stepan s'installe à Sarajevo, à quelques rues du bar Titanic, et crée son propre studio de photos, ce qui permet encore au réalisateur de glisser des idées de mise en scène ça et là.
dans un film qui manque de budget et qui n'a clairement pas la fantaisie des suivants. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, Stjepan rejoint les Oustachis, et clairement plus par arrivisme que par idéologie, mais il est croate, donc il peut se le permettre, ça va lui permettre d'extorquer de l'argent à des gens persécutés, comme les Juifs, dont le capitaine du Titanic. Qui sont les Oustachis? Ah bah vous avez pas envie de les connaître, hein. Parce que c'est un peu plus que des collabos, c'est encore plus grave. Alors, l'État indépendant de Croatie s'est pas contenté de collaborer avec les nazis. Il a ouvert ses propres camps, comme le tristement célèbre camp de Jasenovac, dont les détenus étaient surtout des Serbes, des Juifs et des Roms, ou des opposants croates, catholiques ou musulmans, et ils ont fait plusieurs centaines de milliers de victimes, même si on ne sait pas exactement combien de centaines de milliers. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le débat autour des crimes de l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est un de ses pires épisodes. C'était un État fasciste catholique. Et ça devrait être un oxymore, mais bah, c'était le cas. Et en faisant mes recherches, après avoir vu que Jasenovac était très populaire sur Reddit et sur les sites internet sensationnalistes, bah, je m'aperçois qu'il y a un des prêtres, le mec qui était archevêque de Zagreb. Alors, je vais faire du délit de sale gueule, mais il s'appelle Aloysius Stepinac et il a un nom et une gueule à faire partie des Volturi dans Twilight. Et c'est pas ça le problème, qu'il soit moche, mais c'est que t'as Jean-Paul II qui en 98 le béatifie alors que c'était un collabo. Non mais Jean-Paul, comment t'as pu? Je croyais t'étais comme un frère pour... Ok, oui, j'arrête, mais... Bref, Stjepan, c'est un médiocre qui rejoint la police pour pouvoir être violent en toute égalité. Bah bref, un flic ordinaire, quoi. Et il en profite pour aller extorquer de l'argent au patron du bar qui est complètement fauché, au point de demander de l'aide à sa communauté qu'il avait rejetée il y a des années, ce qui a donné des scènes tournées en judo-espagnol ou ladino, car oui, la communauté juive de Sarajevo était séfarade, donc d'origine juive espagnole, et enfin, je sais pas, je trouve que c'est un détail assez intéressant et assez dépaysant. Et donc, le vrai intérêt du film, c'est cette confrontation finale entre deux marginaux qui devraient pas être ennemis, puisque bah, ils sont de la même classe et ils sont marginaux pareils. Mais ici, bah, leur rôle de la société, il est déterminé par leur origine ethnique. Absolument pas du foreshadowing. Et Stjepan, c'est clairement le plus con des deux. Il va demander à un pauvre type qui a son bar qui est manifestement fermé, qui est poussiéreux, s'il a de l'or parce que bah, il est juif et que du coup bah, il a un sac d'or sous ses épaules, c'est assez sa motivation est débile et à l'image de ses préjugés, mais bah, c'est lui qui a le flingue et donc c'est lui qui est en position de faire supplier l'autre pour sa vie avant de la lui prendre. Et dans sa chute, Papo entraîne le cadre du Titanic et c'est la fin. Alors, c'est pas mal comme idée, mais quand on sait ce qui arrive à Émir, que ce soit le début de sa carrière, ça fait froid dans le dos. Bah, en fait, ce qui est paradoxal, c'est paradoxal qu'il montre déjà que ton destin est destiné, écrit par tes origines ethniques. Et ce qui est paradoxal, c'est que si la Yougoslavie de Tito, bah, c'était une dictature, bah, c'était pas l'URSS et c'était plus authentiquement socialiste. Pourtant, ça a toujours été tabou. Bah oui, pourquoi? Parce que Tito, c'est un ancien partisan. Le mythe fondateur de la Yougoslavie, c'est la victoire sur les nazis. Il a jugé les collabos, dont l'archevêque Stepinac, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourtant, il y a une absence de politique mémorielle autour de la collaboration, autour du fait que les différentes ethnies de la Yougoslavie se sont entre eux génocidées. Bah, et en fait, que ce soit caché comme ça, bah, ça a été accusé d'entretenir les tensions. Et je suis sûre que je m'adresse à des Français, vous vous souvenez? Quand Pompidou, en 72, a gracié le collabo Paul Touvier car il fallait jeter le voile, oublier ces moments où les Français ne s'aimaient pas. Je suis pas sûre que ce soit ce qui s'est passé, parce qu'on est pur, oui, mais après, vaut mieux plus entendre parler. Enfin, croyez pas que c'est complètement tabou. Par exemple, on a inauguré en 1906 une fleur dans la plus pure tradition brutaliste sur le territoire de Jasenovac, donc la Konanit mais comme une RSS, fallait mettre l'accent sur l'unité du pays. Et c'était une terrible erreur. D'ailleurs, je vais finir par un petit mot sur la chaîne où j'ai trouvé le film avec des sous-titres en anglais. Ça s'appelle Le Comité Jasenovac, bon jusque-là, normal. Et puisque le film parle du rôle des Oustachis dans la Shoah, normal aussi. L'image, c'est une icône orthodoxe. C'est tenu par des Serbes religieux. Bon, c'est les principales victimes. Ils étaient plus nombreux numériquement que les Juifs. Mais t'as quand même des vidéos qui ont des titres du style
Bosnian Muslim SS troops stand by Tito, fought against Israel. Moi, je l'ai pas regardé, hein, je vais pas m'infliger ça pour vous. Bon, c'est un vrai camp avec des vraies victimes et des sévices abominables. Kusturica parlait de faire un film dessus, bah, heureusement qu'il l'a pas fait. Quand je vois comment son cinéma évolue, ça aurait été très lourd, mais en parler, bah, ça reste nécessaire. Je sais même pas si vous en avez entendu parler d'ailleurs. Récemment, sur sa chaîne, Obscuria a consacré toute une vidéo à la façon de Wikipédia et il parle notamment de ce qu'il considère comme le plus grand scandale de Wikipédia, le scandale du Wikipédia croate. Et c'est un épisode qui donne raison à tes profs de collège qui disaient de te méfier de Wiki pour faire tes exposés, parce que pendant 15 ans, les pages Wikipédia croates, qui étaient liées à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient systématiquement réécrites pour coller à l'idéologie nationaliste croate, donc en blanchissant, sans mauvais jeu de mots, les oustachis de tous leurs crimes. Et les gamins bouffaient bel et bien les trucs aberrants qu'on pouvait y lire. Alors, j'imagine quand même que c'était plus confortable de lire ça quand ton pays a pas le beau rôle dans un conflit comme la Seconde Guerre mondiale, mais c'est grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces premiers films, d'emblée, ils s'inscrivent dans un débat mémoriel. Mais pas de façon problématique, au contraire, je trouve que son approche de la Shoah, bah, elle est assez fine. Ça évite d'esthétiser les camps, ce qui est un des vrais débats. Il y en a des films comme La vie belle et la liste de Schindler sont très mal faits parce que ça montre. Et donc, ils n'existent pas la violence, mais ils montrent une violence sociale, une violence symbolique et physique aussi, mais pas de violence de masse. Ils montrent un meurtre antisémite, mais ça reste une expérience individuelle. Bref, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Chronologiquement, on est encore avant la mort de Titan en 80, à qui la Yougoslavie n'allait survivre que pendant 10 ans, période pendant laquelle Cousteau réalisera mon film préféré. Mais après tout, chacun ses goûts. Milosevic n'en est encore qu'à son état de menace fantôme. Donc on se retrouve très vite, je l'espère, pour parler de son premier grand film. Te souviens-tu de Dolibel? Et après cette série de vidéos, on pourra enfin passer à des vrais podcasts avec des invités. Ils seront ukrainiens, biélorusses, polonais, ça va être sympa. Je vais vous mettre des sous-titres parce qu'ils parlent pas français. Sur ce, j'espère que ce format vous a plu, que j'ai pu vous intéresser. Au moins, ça vous fera une bonne histoire du soir pour vous endormir. Alors sur ce, je vous laisse et que la force soit avec vous.